As-tu déjà porté le poids d'un mariage, en silence, pendant que lui détruisait ta vie en cachette? As-tu déjà été cette femme qu'on manipule avec des mots doux, pendant qu'on te vole ce que ton père t'avait laissé avec amour? Cette histoire n'est pas une fiction. C'est celle d'Anaïs, une femme forte qu'on a voulu effacer. On lui a demandé de vendre sa maison, pour couvrir les dettes d'un homme infidèle. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait déjà choisi. Elle avait choisi le divorce, la vérité et sa liberté. Ce que tu vas entendre ici n'est pas un conte. C'est un réveil, un chemin de résilience féminine, une traversée du feu pour retrouver sa propre lumière. Cette vidéo va t'atteindre là où tu n'oses plus regarder. Parce que parfois, derrière la trahison, il y a une vérité qui n'attend que toi. Beaucoup écoutent nos récits, sans encore faire partie de notre cercle. Abonne-toi maintenant, active la cloche, et laisse-toi guider par cette histoire. Tu dois voir jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui pourrait changer la façon dont tu te regardes demain. Il y a des silences dans un mariage qui crient plus fort qu'un hurlement, et Anaïs Varela, 34 ans, le savait depuis quelque temps déjà. Professeure d'université respectée, fille d'un homme qu'on considérait comme pilier de la ville, elle vivait dans la maison que son père lui avait laissée. Une maison pleine de mémoire, de racines, de murs qu'il avait vu grandir, aimer, pleurer. Mais voilà que depuis quelques mois, quelque chose avait changé. L'air était devenu lourd, les regards, fuyants, les phrases, coupées, et le cœur, inquiet. Tout avait commencé par une conversation glissée au détour d'un déjeuner familial. Les parents de son mari, Léandro, l'avaient regardé avec ce faux sourire qu'on réserve aux décisions déjà prises. Tu sais, Anaïs, ce serait peut-être le bon moment de vendre la maison. Léandro a besoin de soutien. C'est pour le bien du couple. Ces mots, prononcés avec douceur, cachaient des lames invisibles. Et Anaïs sentit son estomac se nouer. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence soudaine à liquider ce seul bien qui lui appartenait vraiment? Le visage de Léandro, en face, resta impassible. Il évita son regard. Et ce silence-là fut plus tranchant que toutes les accusations. Elle avait appris, au fil des années, à lire dans les interstices, à capter ce qui ne se disait pas. Et ce jour-là, elle comprit. Il y avait une histoire derrière cette demande. Une histoire qu'on tentait de lui cacher, et qui commençait à suinter par les fissures. Pendant plusieurs nuits, Anaïs ne dormit presque pas. Elle se tournait dans son lit comme une âme en feu. Chaque respiration de Léandro à ses côtés sonnait comme un rappel cruel. Elle ne connaissait peut-être pas l'homme qu'elle avait épousé. Elle pensa à son père, disparu il y a 5 ans. Lui aurait vu clair, lui aurait su, mais il n'était plus là pour la prévenir. Et dans cette solitude, une force ancienne se réveilla en elle. La maison, ce lieu sacré, devint son refuge et son enquête. Elle commença à fouiller, pas pour espionner, pour comprendre. Et plus elle creusait, plus les indices s'accumulaient. Des documents oubliés, des relevés bancaires incohérents, des coups de téléphone mystérieux que Léandro recevait tard dans la nuit. Chaque détail devenait un signal d'alerte. Et l'intuition féminine, cette boussole intérieure que le monde aime tourner en ridicule, grondait avec de plus en plus de force. Elle osa poser des questions. Il répondit par des demi-sourires, des détours, des plaisanteries malaisantes. Il disait « Tu t'inquiètes trop, c'est juste une mauvaise passe ». Mais son regard fuyait, et sa main, lorsqu'elle touchait la sienne, semblait vide. Anaïs savait, la vérité, quelle qu'elle soit, était là, tout près, prête à surgir. Ses beaux-parents insistaient. Parfois même, l'appelaient de sang Léandro. Parlèrent de dettes, de risques, de préservation du nom de la famille. Mais jamais ils ne lui demandaient comment elle allait. Jamais ils ne disaient « Cette maison est à toi, fais ce que tu crois juste ». Et c'est là qu'elle sentit la première gifle invisible. Cette famille ne la voyait pas comme une femme, mais comme un levier. Un jour, elle trouva dans le bureau de Léandro une feuille imprimée à moitié froissée. C'était un plan de financement. Dessus, le nom d'un projet immobilier et le sien, signé. Mais elle n'avait rien signé,
Et dans ce détail, tout bascula. Ce n'était plus de la négligence. C'était une intention, une stratégie. Et elle, un pion dans une partie qu'on jouait sans elle. Elle regarda alors autour d'elle. Les murs de la maison semblaient de murmurer, comme si l'esprit de son père l'appelait à se lever. Il ne s'agissait plus d'un soupçon. Il s'agissait d'une trahison. Pas seulement conjugale, mais spirituelle. Une atteinte à son héritage, à sa dignité et à sa vérité de femme. Mais Anaïs ne pleura pas ce jour-là. Non. Elle se leva. Elle se regarda dans le miroir. Et elle sut. La douleur n'était pas une fin, c'était une ouverture, le début d'un éveil que rien ne pourrait plus arrêter. Il y a des vérités qui ne se révèlent qu'à celles qui ont le courage de regarder ce que les autres préfèrent ignorer. Après la découverte du document falsifié, Anaïs ne pouvait plus revenir en arrière. Quelque chose en elle s'était brisé, oui. Mais dans cette brisure, une lumière étrange commençait à filtrer. Une lumière crue. Une lumière douloureuse. Une lumière de vérité. Et la vérité, lorsqu'elle arrive, ne demande jamais la permission. Un soir, pendant que Léandro était en réunion, elle fouilla le tiroir verrouillé de son bureau. Elle savait que ce qu'elle allait trouver pouvait lui brûler l'âme. Mais elle préférait brûler que rester dans l'ombre. À l'intérieur, des enveloppes, des reçus, des extraits bancaires et une lettre manuscrite. Le papier sentait l'humidité. Le mot commençait par « Mon amour de Boudios ». Le monde s'arrêta. Anaïs sentit ses jambes trembler. Une amante. Une vie parallèle. Une ville côtière à des heures d'elle, où il menait une autre existence, faite de promesses et de secrets. Elle vit les photos, des séjours réservés, des cadeaux coûteux, un autre appartement à son nom. Il ne s'agissait plus d'un écart. C'était une trahison organisée, froide, répétée. Mais le choc ne s'arrêtait pas là. Elle découvrit aussi un dossier juridique, un projet immobilier de grande envergure, dont le financement passait par des comptes offshore. Et parmi les documents, des transferts de titres, des signatures falsifiées, des noms familiers. Tout prenait forme. Les pressions pour vendre la maison, les silences de Léandro, la peur constante dans ses yeux. Il n'était pas seulement infidèle, il était coupable. Ce fut comme si deux mondes s'effondraient en même temps, son couple et l'illusion de sécurité qu'elle croyait intouchable. Et au centre, elle, debout mais vacillante. Une femme qui regardait les ruines de sa vie et qui devait maintenant décider, pleurer ou reconstruire, fuir ou comprendre, se venger ou se libérer. Elle resta longtemps assise dans le noir, le dossier sur ses genoux. Elle pensait à toutes les fois où elle s'était tue, où elle avait préféré faire confiance, se convaincre que l'amour suffisait. Mais l'amour sans vérité est une cage. Et Anaïs comprenait enfin que sa douleur n'était pas une faiblesse, c'était une initiation, une épreuve sacrée. Elle se leva, alluma une bougie, et posa les documents autour d'elle, comme dans un rituel. Elle ne voulait pas réagir dans la haine. Elle voulait voir, comprendre, guérir. Ce qu'elle avait sous les yeux, c'était plus qu'une trahison conjugale. C'était une carte. Une carte vers la corruption, l'abus de pouvoir, l'effacement des femmes dans les jeux de pouvoir masculin. Le visage de Léandro lui apparut alors sous un jour nouveau. Il n'était plus son mari. Il n'était plus le père de ses projets. Il était un homme perdu dans ses propres illusions, dans sa propre soif de domination. Et elle était l'héritière d'une force que lui ne connaîtrait jamais, celle de renaître dans la vérité. Elle prit une décision ce soir-là. Pas encore une confrontation, mais un engagement. Elle allait creuser, enfiler le manteau du silence stratégique, observer, noter, préparer. Et quand viendrait le moment, elle serait prête. Non pas pour le détruire, mais pour se libérer, elle. Et dans ce choix, il y avait déjà une victoire. Car une femme qui sait est une femme qui n'a plus peur. Quand une femme brisée cesse de pleurer et commence à observer, le monde tremble sans même s'en rendre compte. Anaïs n'était plus la même. Elle n'avait plus besoin de confirmation. Elle avait les preuves.
Mais au lieu d'exploser, elle choisit le calme. Pas le calme de la soumission. Non, le calme du feu qui s'allume en secret. Un feu ancien, sacré. Celui du féminin blessé, mais éveillé. Elle acheta un téléphone prépayé, créa une nouvelle adresse e-mail, choisit un nom d'emprunt, simple, discret. Elle devint sa propre ombre. Une version silencieuse d'elle-même, qui avançait sans faire de bruit, mais avec la clarté d'une louve blessée. Chaque clic, chaque recherche, chaque message envoyé était une pierre posée sur le chemin de sa reconquête. Elle commença à fouiller les bases de données, les archives, les réseaux. Elle découvrit des transferts de propriétés camouflés, des sociétés écrans à l'étranger, des achats payés en liquide. Le nom de Leandro apparaissait toujours indirectement. Il savait cacher ses traces. Mais il n'avait pas prévu que celle qu'il croyait dompter deviendrait chasseuse. Elle installa un petit enregistreur dans le bureau. Pas par vengeance, par instinct de survie. Elle voulait capturer les mots qui ne mentent pas. Et ces mots vinrent. Des appels téléphoniques enregistrés. Des réunions chuchotées. Des rires arrogants. Elle écoutait, notait, classait. Une bibliothécaire de l'injustice. Mais ce fut une découverte encore plus intime qui la bouleversa. Dans une boîte oubliée de sa bibliothèque, elle tomba sur une vieille lettre de son père. Une lettre qu'elle n'avait jamais ouverte. Dessus, son prénom calligraphié à l'encre noire. Pour le moment où tu douteras de tout. Elle frissonna, l'ouvrit, et ce qu'elle lut changea tout. Son père, prudent, y révélait des suspicions anciennes à propos de la famille Tavares, les parents de Leandro. Il parlait de transactions douteuses, de pressions qu'il avait subies, de dossiers qu'il n'avait jamais pu dénoncer. Il craignait pour sa fille. Et dans ces lignes pleines d'amour et de lucidité, Anaïs comprit que cette guerre n'avait pas commencé avec elle. Elle en héritait. Elle montra la lettre à Marcia, la gouvernante fidèle depuis l'enfance. Marcia la lut les larmes aux yeux. Et ce fut elle qui lui ouvrit une autre porte. Votre belle-sœur, Fernanda, elle aussi a souffert. Elle se tait, mais elle sait. Anaïs sentit alors que sa solitude touchait à sa fin. 2 femmes de l'intérieur, prêtes à parler, prêtes à l'aider. Elle contacta Fernanda. La rencontre fut discrète, tendue. Mais dès les premiers mots, les digues cédèrent. Fernanda confirma tout. Les violences passées, les mensonges répétés, les dossiers classés. Et dans les yeux de sa belle-sœur, Anaïs vit un reflet d'elle-même. Une femme qui avait cru, qui avait aimé et qui avait été dévorée. Les jours suivants, elle se transforma. Non plus une proie, une stratège. Elle changea les serrures, sépara les finances, fit appel à un avocat discret, spécialiste des cas sensibles. Elle ne voulait pas frapper à l'aveugle. Elle voulait frapper juste. L'heure de la libération approchait, et elle comptait la vivre dans toute sa clarté. Car une femme qui se relève avec les preuves, la mémoire, l'intuition et l'héritage n'a plus besoin de permission pour reprendre ce qui est à elle. Dans chaque famille, il y a des secrets que les murs eux-mêmes essaient d'oublier. Mais quand une femme décide d'écouter ce que les pierres murmurent, alors même les fondations tremblent. La lettre de son père entre les mains, Anaïs comprit que ce qu'elle vivait n'était pas un simple drame conjugal. C'était une lignée de silence. Un héritage empoisonné qu'on lui avait transmis sans mots, mais avec poids. Cette lettre n'était pas une confession. C'était une prophétie, écrite des années auparavant, comme si son père avait su qu'un jour, sa fille se retrouverait au centre de ce nœud invisible. Il y parlait des Tavars comme d'une dynastie élégante en surface, mais bâtie sur des menaces, des transactions occultes et des pactes non dits. Anaïs relut chaque ligne comme on lit un appel d'outre-tombe. Elle sentit son cœur battre plus lentement, pas par peur, par confirmation. Ce fut la gouvernante, Marcia, qui fit le lien. Elle avoua un soir qu'elle avait vu des choses, entendu des chuchotements, que sa loyauté envers la mémoire du père d'Anaïs l'empêchait de se taire plus longtemps. Elle parla de réunions à huis clos, de documents volés, d'attitudes qu'elle avait jugées étranges, et qu'elle comprenait maintenant comme des morceaux d'un puzzle macabre. Mais ce fut Fernanda,
la belle-sœur silencieuse, qui porta le coup le plus profond. Anaïs la rencontra en fin d'après-midi, dans un café discret. Elles s'assirent l'une en face de l'autre, 2 femmes marquées, 2 visages fatigués par des années de retenue. Et quand Fernanda parla, ce fut comme si une digue intérieure s'ouvrait. Elle raconta tout. Les humiliations, le chantage, les trahisons. Elle avait tout vu. Et s'était tue. Par peur, par amour, par conditionnement. Dans les larmes de Fernanda, Anaïs vit sa propre image. Elle comprit que la trahison féminine ne venait pas toujours des autres femmes. Parfois, elle venait de cette complicité dans le silence, de cette résignation transmise de mère en fille, et qu'il était temps de briser cette chaîne, non pas en hurlant, mais en révélant, en reconstruisant un cercle de confiance entre celles qu'on avait isolées. Ce cercle commença là, dans cette conversation. Marcia, Fernanda, Anaïs, 3 femmes, 3 blessures, et un même besoin, la vérité. Elles décidèrent de ne plus se taire, de réunir les preuves, de classer les documents, de relier les dates, les signatures, les noms. La maison d'Anaïs devint un centre stratégique, une arche d'alliance féminine, fondée sur la lumière retrouvée. Les nuits devenaient longues, les visages fatigués, mais les cœurs plus forts. Chaque découverte, chaque confirmation était une victoire douce, une revanche muette sur les années d'effacement. Anaïs sentait la force spirituelle de la femme brisée circuler en elle, ce feu qu'on ne voit pas, mais qui éclaire l'intérieur de l'âme. Elle n'était plus seule, elle n'était plus en danger, elle était prête. Et alors, elle comprit, ce n'était pas une vengeance, c'était une délivrance. Elle ne voulait pas voir Leandro tomber, elle voulait se voir, elle, debout, enfin, entière, enfin respectée, enfin libre de choisir sans devoir implorer. Ce n'était pas encore le moment d'agir. Mais ce moment approchait. Et Anaïs, désormais armée de vérité, de preuves, et surtout, de solidarité, sentait que le vent avait changé de direction. Et dans le silence de cette veille, l'univers retenait son souffle. Il y a un moment dans la vie d'une femme où la douleur ne brûle plus, elle éclaire. Et c'est dans cette clarté que naît la stratégie. Après les révélations, après les larmes, Anaïs n'était plus seulement blessée, elle était concentrée, alignée. Chaque fibre de son être ne voulait plus de revanche. Elle voulait de la vérité. Et elle savait qu'avec les gens puissants, la vérité ne suffit pas. Il faut aussi un plan. Leandro croyait encore contrôler la narration. Il se croyait au-dessus de tout, même du soupçon. Il ne savait pas qu'en face de lui, il n'y avait plus l'épouse docile. Il y avait une femme silencieusement éveillée, entourée d'alliés invisibles, et surtout, guidée par une force ancienne, celle de toutes les femmes qui avaient trop longtemps été trahies en silence. Le premier choc fut la découverte d'une tentative de transfert de propriété, une signature falsifiée. Son nom, son identité, utilisée sans son consentement pour accélérer une vente fictive. Mais Anaïs avait appris à garder les preuves. Elle fit authentifier le document, garda une copie et enregistra discrètement une conversation téléphonique entre Leandro et un notaire douteux. Chaque mot, chaque soupir devenait une pièce du puzzle légal qu'elle préparait. Elle consulta un avocat de confiance, spécialisé dans les litiges familiaux complexes. Un homme discret, expérimenté, habitué aux coulisses du pouvoir. Ensemble, ils bâtirent un dossier solide. Pas pour accuser à la légère, mais pour frapper au moment juste. Le genre de frappe qui ne blesse pas, mais qui arrache le masque. Pendant ce temps, les attaques vinrent. Anaïs fut licenciée de son poste à l'université. Une décision soudaine, sans justification claire. Tout le monde savait d'où venait l'ordre. Elle perdit aussi l'accès à certains comptes communs. Des bijoux de famille avaient disparu. Chaque jour apportait une nouvelle blessure. Mais elle ne fléchit pas. Car à chaque coup reçu, elle répondait par une preuve en plus, une action en plus, un silence stratégique. Elle ne montrait rien,
continuait à vivre, enseignait ailleurs, riait parfois, mais derrière son calme, elle affûtait son arme la plus puissante, la vérité alignée à la loi. Car la résilience féminine ne se mesure pas au nombre de larmes versées, mais à la capacité de reconstruire sans perdre son essence. Un matin, elle fit livrer chez Leandro un courrier recommandé. Il croyait à une réponse au sujet de la vente de la maison. Mais ce qu'il signa, avec son habituel mépris distrait, était en réalité le déclencheur d'un divorce litigieux, un acte juridique soigneusement préparé, irrévocable, clair. Il était tombé dans le piège de sa propre arrogance. Anaïs n'avait rien crié, n'avait pas menacé. Elle avait juste agi avec une précision chirurgicale. Car elle avait compris une vérité profonde. Ce que l'on prépare dans la patience est toujours plus fort que ce que l'on déclenche dans la rage. Fernanda et Marcia furent témoins discrètes de chaque étape. Leurs regards disaient tout. On croyait que tu allais tomber, mais tu t'es levée, et tu nous as levés avec toi. Car quand une femme se libère, elle libère toujours d'autres femmes avec elle. Mais ce n'était pas encore la fin. Anaïs voulait que tout soit clair, devant tous, sans humiliation, mais avec dignité. Et pour cela, elle allait orchestrer une dernière scène, un moment symbolique, un dernier acte, où tout serait dit, où plus rien ne pourrait être nié. Il y a des instants où l'univers tout entier semble se suspendre, comme s'il attendait de voir ce qu'une femme blessée fera de sa douleur. Anaïs le sentait. Ce qu'elle préparait n'était pas une revanche. C'était une offrande, un acte de clôture. Pas pour punir, mais pour restaurer l'ordre, l'équilibre et surtout, sa propre paix. Elle décida que tout se passerait dans cette maison, celle qu'ils avaient voulu lui arracher. Ce serait le lieu du dévoilement. Elle invita les Tavars pour un déjeuner de famille, avec courtoisie, avec grâce. Ils ne se doutèrent de rien, pensèrent peut-être qu'elle avait plié, que la fatigue l'avait rattrapée, que la docilité avait repris le dessus. Mais c'était tout le contraire. Anaïs était calme. Et dans ce calme, il y avait la précision d'une guérisseuse qui sait où appuyer pour libérer le mal. Elle prépara la table elle-même, choisit des assiettes sobres, un linge immaculé, pas de fioritures, pas de fausse grandeur. Mais sur la table, une chose brillait doucement, une bouteille de Dom Pérignon. Celle que Leandro gardait pour les grandes victoires. Elle l'avait sortie, fraîche, scellée. Mais cette fois, c'était elle qui allait célébrer. Sur une console, un dossier noir. Sobre, sans titre. Mais à l'intérieur, toutes les preuves. Les enregistrements, les lettres, les documents juridiques, les extraits de comptes, les copies de la lettre de son père, tout classé, annoté, relié. Ce dossier n'était pas une arme. C'était une offrande à la vérité. Les invités arrivèrent. Leandro souriait. Sa mère portait des perles. Son père un veston trop serré. Anaïs les accueillit avec élégance. Leur servit à boire. Parla de la météo, de banalité. Et puis, au moment du dessert, elle se leva, sans élever la voix. Elle prit le dossier, le posa au centre de la table, et dit simplement « Il est temps que tout soit dit ». Le silence fut immédiat. Leandro pâlit. Sa mère tenta un sourire. Son père chercha ses lunettes. Mais rien n'arrêtait ce qui venait. Anaïs parla, avec une voix basse, claire, posée. Elle raconta, pas dans les détails sordides, mais dans les faits, les dates, les choix, les trahisons. Elle ne pleura pas, ne trembla pas. Elle déclara. Chaque mot tombait comme une cloche dans une église vide. Personne ne riait, personne ne coupait. Et même le vent, dehors, semblait s'être arrêté. Anaïs termina, puis ouvrit la bouteille, servit une coupe à chacun et dit « Voici le vrai champagne de la victoire, celle de la vérité sur le mensonge, celle d'une femme qui se relève. » Elle ne cria pas. Elle n'attendit pas de réponse. Elle but une gorgée, regarda chaque visage et se leva. Elle sortit dans le jardin, là où son père aimait méditer. Et dans ce coin d'herbe tranquille,
elle sentit enfin la libération. Non pas parce que les autres avaient changé, mais parce qu'elle s'était choisie. Pleinement, radicalement, spirituellement. Les jours suivants, elle mit la maison à son nom seul, finalisa le divorce, aida Marcia à ouvrir son propre commerce, encouragea Fernanda à témoigner, et surtout, recommença à vivre, non pas dans l'ombre d'un homme, mais dans la lumière d'une femme debout. Et dans cette lumière, quelque part entre le passé et l'avenir, Anaïs savait, elle ne serait plus jamais trahie de la même manière, parce qu'elle s'était souvenue de sa valeur, de son feu, de son nom. Et toi, as-tu déjà été trahi au point qu'on te demande de sacrifier ce qui t'était le plus sacré? As-tu déjà dû choisir entre ton héritage et un amour qui n'en était pas un? Raconte-moi en commentaire. As-tu déjà été poussé à l'abandon, alors que c'était toi qu'on trahissait? Ton histoire pourrait ouvrir les yeux d'une autre femme ce soir. Si ce récit a touché ton cœur, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Car ici, chaque histoire est une lumière déposée dans l'ombre. Et tu mérites d'écouter des récits qui te parlent vraiment. Reste encore un instant. Le prochain récit parle d'une femme rejetée pour sa profession, mais qui portait en elle un secret si puissant que même la honte n'a pas pu l'éteindre. Clique, écoute. Et souviens-toi, parfois, celles qu'on tente de réduire deviennent les bâtisseuses silencieuses d'un monde plus juste, avec tendresse et mystère sacré, cicatrices de l'âme.